Et sans plus tarder, donc nous allons commencer par la première présentation du docteur Le Gouez qui s'intéresse aux particularités de diagnostic de l'hémorragie. Très bien, merci Marie-Pierre. Donc nous allons voir comment faire le diagnostic de l'hémorragie du postpartum. Donc pour parler de diagnostic, il faut bien sûr parler de définition. Et donc c'est les recommandations françaises publiées en 2014 sur la prise en charge de l'hémorragie du postpartum qui ont posé le cadre de cette définition. Et donc on parle d'hémorragie du postpartum quand le volume sanguin des pertes est supérieur à 500 ml dans les 24 heures suivant un accouchement. J'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a plus maintenant de différence entre la voie d'accouchement. Ce seuil est de 500 ml, que ce soit, elle passe toute seule, que ce soit dans les suites d'un accouchement ou d'une césarienne. Pour faire ce diagnostic de volume des pertes sanguines, eh bien, il faut pouvoir les mesurer. Et donc pour mesurer ces pertes sanguines, s'il n'est pas recommandé de mettre de façon systématique un sac de recueil après chaque accouchement physiologique, il est en revanche impératif de mettre ce sac de recueil dès que le saignement est supérieur à la normale. Enfin, on peut s'intéresser au seuil de 24 heures suivant l'accouchement. Je pense que le principal intérêt de ces 24 heures, c'est de faire la différence avec les hémorragies secondaires du postpartum qui ont des étiologies et donc des prises en charge très différentes. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que dans les 2 heures suivant un accouchement, les patients doivent être surveillés de façon très attentive sur la survenue d'hémorragie et sur donc le volume des saignements. Une autre définition qui est importante à connaître, c'est la définition d'hémorragie sévère du postpartum. Quel est le volume au-delà duquel on parle d'hémorragie sévère? Est-ce que c'est 1 litre? Est-ce que c'est 2 litres? Est-ce que c'est 500 millilitres? Pardon. Eh bien, les recommandations françaises ont mis le seuil à 1 litre pour définir une hémorragie du postpartum sévère. Et donc, quand on atteint ce litre de perte sanguine, eh bien, des ressources additionnelles doivent être mobilisées pour prendre en charge nos patientes. Il y a une notion qui est importante à connaître, que l'on parle d'hémorragie ou d'hémorragie sévère du postpartum, c'est la notion de débit de perte sanguine. On sait que les artères utérines ont un débit de 700 ml par minute au moment de l'accouchement. On peut donc comprendre que le débit sanguin peut être très élevé et donc il n'est pas nécessaire d'attendre un volume de 500 ml pour déclencher une prise en charge active de l'hémorragie du postpartum. Un simple débit élevé peut déclencher toute la prise en charge. Pardon. Donc on voit donc que le diagnostic est difficile puisqu'il se base à la fois sur des volumes de pertes sanguines, mais également sur une appréciation clinique du débit du saignement. On peut donc comprendre que sur le plan épidémiologique, l'incidence de l'HPP soit difficile à calculer ou qu'il est difficile de comparer les études entre elles. Enfin, on pourrait penser que s'attacher aux variations de l'HEMO-Q ou à des paramètres de retentissement hémodynamique pourrait nous aider pour faire le diagnostic. En fait, c'est une erreur. Ces méthodes peuvent être mises en défaut et retarder la prise en charge. Les variations de l'HEMO-Q ne sont valables qu'uniquement si le remplissage est débuté. Et puis, si on attend un retentissement hémodynamique chez ces femmes jeunes, on risque de prendre en charge trop tardivement les patientes. Ce n'est pas parce que la tension est conservée qu'il n'y a pas d'hémorragie. Il faut faire attention à ces pièges diagnostiques. Merci, docteur Le Gouez, pour cette explication très claire sur la définition de l'hémorragie. Donc, il existe bien des recommandations françaises qui ont statué sur une définition, mais est-ce que vous savez si, d'un point de vue international, on peut utiliser une définition unique et qui permettrait des comparaisons entre pays? Alors malheureusement pas tout à fait, puisque au Royaume-Uni et pour l'OMS, le seuil est de 500 millilitres également, mais par exemple aux États-Unis, le seuil d'une hémorragie est fixé à 1 litre. En revanche, l'hémorragie sévère, c'est variable en fonction des pays. Au Royaume-Uni, c'est sévère à partir de 2 litres. Donc c'est pour ça que les comparaisons internationales sont difficiles à faire. D'accord, donc on voit bien qu'il y a un côté aussi assez subjectif finalement dans la définition de l'hémorragie. Et une nouveauté aussi donc, que vous avez abordée, c'était le fait qu'il y ait une uniformisation de la définition selon les voies d'accouchement. C'est-à-dire que pour les césariennes ou pour l'accouchement voie basse, le seuil est fixé également à 500 ml de perte sanguine. Comment vous pouvez expliquer cette uniformisation qui n'existait pas avant et qui est différente dans d'autres pays ?
Oui, c'est parce qu'en fait, initialement, les pertes sanguines des césariennes donc, ont été calculées sur des études qui étaient un petit peu anciennes, où 1 litre dont on parlait auparavant correspondait au 95e percentile de la distribution des pertes sanguines pendant les césariennes. Et donc, du coup, avec les techniques modernes de césarienne, on considère que maintenant, les pertes moyennes sont plutôt de l'ordre de 300 millilitres. Donc, du coup, ça justifie qu'on considère, quelle que soit la voie d'accouchement, 500 millilitres de pertes sanguines. D'autant que le retentissement et l'impact sur la morbidité des femmes est le même, quelle que soit la voie d'accouchement. Et c'est bien ce seuil de 500 millilitres qu'il faut retenir. Très bien. Nos auditeurs ont également une autre question, plus sur l'utilisation des moyens biologiques. Et en fait, vous avez montré qu'il y avait une certaine limite à utiliser la biologie pour le diagnostic et puis qui peut entraîner surtout un retard dans la prise en charge. Est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, on doit se fonder uniquement sur la clinique pour diagnostiquer une hémorragie ou est-ce qu'il y a d'autres outils ? Alors la clinique est très importante. Dans le contexte du polytraumatisme, on sait qu'il y a des marqueurs cliniques qui ont été utilisés, notamment par exemple le choc index, qui est le ratio de la fréquence cardiaque sur la pression artérielle. On sait que quand il augmente, il y a une augmentation du risque transfusionnel et puis probablement une surmortalité. Alors dans le contexte de l'obstétrique, c'est pas complètement validé, mais en revanche, ce qu'on peut garder en mémoire, c'est que pour ces femmes jeunes, toute tachycardie ou toute hypotension, surtout si elle est brutale, doivent absolument faire évoquer le diagnostic et il doit être éliminé. Ok, donc on voit bien que ce n'est pas un diagnostic qui est si facile que ça. Et est-ce que selon vous, il existe des pièges diagnostiques dans lesquels on ne doit pas tomber et qui sont quand même classiquement rencontrés ? Ah oui, alors donc en plus de ceux évoqués dans le diaporama, il y a l'absence de saignement extériorisé par voie vaginale. Donc c'est quelque chose dont il faut absolument se méfier. Si la clinique est évocatrice d'une hémorragie ou d'un choc, c'est-à-dire une patiente tachycarde, en sueur, pas bien, surtout si on est dans un contexte de césarienne, il faut absolument réaliser une échographie pour éliminer un hémopéritoine et donc prendre en charge du coup ces patients, ne pas méconnaître un saignement qui ne serait pas extériorisé. Et ça survient principalement en salle de réveil, puisque c'est souvent en contexte de césarienne. Donc c'est là que l'expérience de l'anesthésie sont toute leur importance, puisque les sages-femmes et les obstétriciens sont moins impliqués dans les salles de réveil. Et donc c'est à nous d'être vigilants et de penser à ce moyen diagnostique. Merci. Très bien. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on a tous rencontré dans notre pratique, l'hémopéritoine sans saignement extériorisé. Et je pense que, comme vous l'avez souligné, on a un vrai rôle à jouer en tant qu'anesthésiste dans la prévision pour éviter les complications chez ces femmes. On terminera par une dernière question pour les diagnostics qui s'intéresse plus finalement au postpartum et à la place de certains prélèvements qu'on pourrait réaliser de manière systématique. Est-ce qu'il est recommandé en 2018 de faire systématiquement, après un accouchement par voie basse ou par césarienne, une numération formule sanguine, ou est-ce que ça n'a pas d'intérêt, ou est-ce qu'il y a des contextes particuliers qui seraient plus intéressants ? Je pense que sur un accouchement où tout s'est bien passé, ou même une césarienne programmée sans particularité, il n'y a pas d'indication à faire un prélèvement systématique en suite de couche de la numération formule sanguine. Ce qu'il faut faire, c'est se fier à la clinique. Une patiente qui quand elle se lève, a des vertiges, qui a des signes manifestes d'hypovolémie ou d'anémie, bien sûr, il faut vérifier sa numération formule sanguine, d'autant que c'est difficile d'estimer les pertes en suite de couche. Il n'y a pas de sac de recueil en suite de couche, bien sûr. Et puis, il faut aussi également se méfier des patientes qui étaient anémies en prépartum. Du coup, celles-là, il faut être vigilant. Elles peuvent peut-être bénéficier d'une numération en postpartum et éventuellement d'une prise en charge par du fer, voire une transfusion. Ok, donc c'est intéressant parce que quand même d'un point de vue santé publique, ça permet de faire un certain nombre d'économies et donc d'éviter les examens inutiles. Je lancerai pour terminer juste cette première partie le quiz qui vous est adressé, vous auditeurs, et qui concerne votre utilisation de poches de recueil dans votre maternité. Et la question est, est-ce que vous utilisez systématiquement pour chaque accouchement un sac de recueil ? Donc vous aurez toute cette session pour répondre à cette question et je vous donnerai les résultats à la fin. Merci Dr Le Gouet.